Madame, Messieurs, c'est parti pour ce nouveau numéro de Info 7 de ce dimanche. Nous sommes déjà là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Ce dimanche, nous avons bien sûr le réel plaisir de recevoir, après je pense plus d'une année sur ce plateau, si je ne me trompe pas, le secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC. Il s'agit bien de Augustin Bissimois. Bonsoir. Bonsoir madame, salut à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé madame. Alors je rappelle que vous êtes un parti toujours de l'opposition. Hein? Bien évidemment. Ou vous avez changé comme certains? Non, nous sommes de l'opposition. Résistante ou... Bah oui, républicaine. Républicaine. Extra-parlementaire. Ok, mais depuis un temps, on a l'impression que vous avez disparu. Le président est rentré en Europe comme toujours. Le MDVC ne communique presque pas, c'est vrai? Ça inquiète quand même le peuple congolais? Pas du tout, peut-être c'est par manque d'informations aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup de chaînes à Kinshasa, et donc c'est pas aussi possible que toutes les chaînes puissent avoir l'information au même moment. Mais après les élections, on a suffisamment communiqué, on a tenu des points de presse, et le dernier en date, c'était au mois de février. Oui, depuis février, c'est peut-être quand même passé sur Congo Télévision, mais avant les élections, c'était quand même avec pompe qu'on parlait du MDVC. Bon, tout à fait. Vous savez, après les élections, beaucoup de partis politiques, surtout ceux-là qui ont été lésés, en tout cas, devraient d'abord avoir un moment de réfléchir, un moment de repenser, n'est-ce pas, les stratégies, et de comprendre et digérer ce qui s'est passé, parce que franchement, c'était... pénible ce qu'on a connu, une érosion électorale dans notre pays. C'est le cas avec vous? Vous vous êtes retiré bon, pour réfléchir, non. pour repenser, pour changer de stratégie? Bon, enfin, au fait, il fallait un temps d'évaluation. Vous savez, lorsqu'on a fait un programme donné, et à l'issue de ce programme-là, il faut s'asseoir. Il faut un moment pour évaluer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. C'est ce qu'on appelle en management l'analyse SWOT. Et nous avons eu suffisamment ce temps, il fallait s'asseoir, il fallait qu'on fasse des réunions importantes pour chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc voilà un peu ce temps qu'on a pris. Et je crois que c'était un bon moment parce que nous avons compris qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition pour que le pays, les choses changent, parce qu'on ne peut pas évoluer dans cette allure-là. C'est vraiment de la honte pour notre pays si on doit continuer à tenir les élections dans ce sens-là. Augustin Bissimois, si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de cette réflexion du MDVC? Bon, de prime abord, le peuple, avant que nous puissions dévoiler tout cela, c'est qu'en réalité, on a connu des élections chaotiques que beaucoup ont qualifiées d'érosion électorale. Et cela étant, nous nous sommes dit qu'il était important qu'on puisse s'asseoir pour réfléchir nation. Et en réfléchissant nation, nous nous sommes dit qu'il y a deux camps. Évidemment, il y a le camp de la majorité qui était en train de fêter la victoire. Il y avait un qui camp ont de même l'opposition. dit que c'était les meilleures élections qu'a eu la République démocratique du Congo. Il y avait aussi un camp de l'opposition qui avait estimé qu'il fallait annuler les élections et reprendre. Et nous avons essayé un peu de couper la poire en deux. Nous avons dit reprendre les élections avec les coûts que ça a connus, parce que le peuple congolais retiendra que ces élections nous ont coûté plus d'1 milliard de dollars. Et que donc, cet argent venait, n'est-ce pas, de contribuables congolais qui payent la taxe et l'impôt, voyez-vous. Et nous sommes dit, bon, si on peut perdre plus d'1 milliard et reprendre, il faut que les gens mesurent, n'est-ce pas, combien de fois le pays sera en train de perdre. Alors, le président, Dr Justin, a conseillé plutôt que nous puissions concilier, qu'on se dise, nous sommes tout à fait d'accord que les choses se sont très mal passées. Pour le bien du peuple congolais, bien évidemment, de RDC. mais on devrait mettre les intérêts du pays, n'est-ce pas, en avant. C'est-à-dire, ceux qui pensent avoir gagné restent au pouvoir, ils organisent les choses, mais cependant, qu'ils arrivent à travailler sur la cohésion nationale et l'unité, qui ne reste pas dans cet état de jubilé et de croire qu'il y avait des gagnants et des vainqueurs, tout ça. Et il faut qu'ils mettent en tête que, en réalité, il y a lieu de travailler dans l'unité parce que le pays est agressé. On ne pouvait pas se diviser dans ce sens-là. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons évolué. Et nous pensons également proposer, n'est-ce pas, que les choses se passent prochainement très bien pour éviter. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a de très mauvaises élections, personne ne vous respectera au niveau international. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle
les partenaires multilatéraux, et tous savent comment nous avons fait nos élections, ils savent qui a été et qui n'a pas été. Mais il y a quand même certains qui ont reconnu et qui ont salué même la tenue de ces élections. En effet, oui, il faut qu'on fasse attention au discours diplomatique. Qu'on fasse attention. Ah oui, le langage diplomatique, c'est un langage double, parce qu'il y a les dits et les non-dits. Un diplomate peut vous sourire, mais en réalité, son sourire ne signifie pas ce qu'il a dans sa tête. Est-ce que pour affirmer ce que vous dites, on peut prendre le cas de Macron qui est avec le président de la République, tenu un très bon discours et après, c'est l'Est. Mais c'est ça, évidemment, il faut que les gens soient préparés par rapport à ça. Surtout dans notre pays, il faut qu'on fasse très attention. Ces mondes-là, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts, en réalité. Et donc, si on pense qu'on a des intérêts dans nous, on peut cacher cette face tout en la connaissant, mais on nous présente notre visage. Et dans ce cas-là, on va perdre en tout cas. C'est comme ça que beaucoup de sorties que le chef de l'État a faites ça et là, vous sentez que c'est improductif. C'est-à-dire que ça ne produit pas. Parce que lorsqu'il est là, ça peut être en France, ça peut être pas où, on l'accueille comme chef de l'État, on signe des choses, mais lorsqu'il tourne les dos, il se moque. Ils disent autre chose. Et c'est ça les comportements et c'est les dangers. Augustin Bissimois, est-ce que cette bonne volonté, parce qu'il faut quand même dire que c'est une bonne volonté, vous avez accepté les élections malgré tout ce que vous aviez constaté, vous avez dit bon on y va quand même avec ces élections, est-ce une façon pour vous de dire que d'un côté nous allons quand même accompagner le régime Félix Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais? Bon, pas accompagner les régimes. Alors qu'est-ce que beaucoup plus parlons des institutions. Des institutions, oui. Ok. Parce qu'au fait, nous devons mettre en tête, nous sommes un parti politique qui prône la refondation de l'État pour l'intérêt du peuple congolais. Et cela étant... Un mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. En effet. Et donc cela étant, nous considérons, dès lors que le président Tshisekedi a été proclamé par la CENI, a été, n'est-ce pas, confirmé par la Cour constitutionnelle, il a pris un statut d'un chef de l'État, du président de la République. Autant qu'il est président de la majorité, il est également président de l'opposition. Et donc c'est comme ça qu'au niveau de notre parti, nous interdisons à nos cadres d'insulter les chefs de l'État parce qu'il est le président de nous tous. Nous n'avons pas à inventer un président pour nous. Non, c'est celui-là qu'il nous faut. C'est quand même une différence avec certains partis. Nous devons nous habituer à ça. Parce que si je refuse Tshisekedi, mais est-ce que je vais dire que Macron devient mon président? Non, pas du tout. Nous sommes des républicains, nous sommes des nationalistes. Nous devons mettre en tête qu'on n'a pas de chef de l'État. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de lui donner des propositions pour qu'il fasse mieux au profit du peuple congolais. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes quand même prêt d'accepter la main du président si le régime Tshisekedi ou l'Union sacrée de la nation venait vers vous pour l'intérêt du pays? Bon, il faut d'abord mettre en tête que la main de Tshisekedi, c'est une main qui n'a toujours pas été sérieuse. Ça, il faut mettre en tête. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Vous savez... On a vu quand même un parti, un regroupement politique de l'opposition avec Moutamba qui a quand même aussitôt appris la victoire de Félix Tshisekedi qui a salué, c'est un parti de l'opposition. Bah oui, nous aussi nous avons salué la victoire du chef de l'État. Okay. Peu importe ce qui s'est passé, on l'a fait. Pour autant, c'est pas à dire qu'on est avec lui. Pourquoi c'est pas une main sérieuse? Bon, si vous voulez qu'on parle de Moutamba, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Ministre de la Justice, et si vous suivez l'évolution de ces jeunes que j'encourage, que je salue en passant, parce que un jeune courageux, vous allez comprendre que, en fait, beaucoup ne comprennent pas qu'il y a deux fois, la majorité fabrique ses opposants. Ah bon? C'est stratégique. Si vous suivez bien l'évolution de Constant Moutamba, vous allez comprendre que Constant Moutamba a été récompensé. Donc il a été fabriqué par le régime Tshisekedi, c'est ça? Bien évidemment, il a été récompensé. Parce que si vous vous rappelez très bien, parce que l'histoire éclaire les droits. Et donc, lorsqu'on voulait mettre en place les membres de la CENI, il vous souviendra que le FCC avait voulu bloquer la machine. Et du coup, il était sorti un bloc... FCC mosaïque. Voilà, un bloc au sein du FCC qui s'est appelé FCC révolutionnaire. Et c'était dirigé par Moutamba Constant. Et donc, Didi Manara, si on se trouve pas... Non, Didi Manara est venu après, plutôt Agé Matembo. Agé Matembo, voilà. Bien, qui est actuel questeur de la CENI. Oui, de la CENI. Alors, ce groupe a quitté le FCC
pour dire... Joseph Kabila. Voilà, pour dire, nous sommes FCC, mais révolutionnaires. Révolutionnaires, oui. Et ils ont dit qu'ils se réclament, ils se retrouvent dans Kabila, mais ils sont révolutionnaires. Et c'est comme ça que la mise en place de la CNI, ils ont eu les questeurs au niveau du bureau. Et Manara est venu après, être radié, n'est-ce pas, du PPRD. On lui a confié, on lui a bombardé, n'est-ce pas, le poste de deuxième vice-président au niveau de la CNI. On lui a bombardé. Ah oui, représentant le PPRD pourtant déjà radié. Et est-ce qu'une façon de dire au peuple congolais que c'était un jeu du régime? Bien évidemment, le régime Parce que tantôt vous avez parlé, vous avez affirmé que la main de Tshisekedi, c'est pas une main sérieuse. Ah, je l'ai dit, je sais de quoi je parle. Alors, il a été, lorsqu'il avait, comment dirais-je, qu'il avait prêté serment au stade de martyr ici, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il va travailler avec les opposants. Et décidément, c'est avec Constant Moutamba. Mais on savait que c'est de lui qu'il s'agissait. Parce que Constant Moutamba... Est-ce que vous avez fait aussi le pas vers, pour accepter cette main ou pour en savoir plus? Il n'était pas question de faire les pas. Et il était question de quoi? Il était question... Vous savez, lorsqu'on parle de gagner les matchs, par exemple, ça dépend du casting. Ça dépend du coach qui fait un bon alignement. C'est lui qui sait, lui là, lui là, lui là, il peut nous aider. C'est un peu ça. Ce n'est pas aux joueurs d'aller vers le coach, dire coach, je suis là, je peux jouer. Non, c'est le coach qui a vu comment les uns et les autres s'entraînent et qui dit celui-là peut nous aider. Il est meilleur à telle place. Et donc, c'est ce que le régime Tshisekedi devrait faire. Le chef a estimé que peut-être à l'opposition, il n'y a personne qui pourrait l'aider. C'est ce qu'il a estimé et nous le lui concédons. Alors, en recourant à Moutamba, pour nous, c'est une reconnaissance, n'est-ce pas? Il fallait reconnaître le travail que Moutamba avait joué, parce qu'il avait fait un travail de titan pour le régime, et ni Tété Constant Moutamba, en tout cas, la machine serait bloquée. Mais Moutamba, ah oui, oui, la mise en place du bureau de la CNI, en tout cas, c'est l'FCC Moutamba qui a décanté la situation. Ah oui, c'est l'FCC Moutamba qui a réussi à décanter la situation, sinon tout serait bloqué. Et cela étant, en contrepartie, eh ben, je salue une fois et le fait que Tshisekedi ait reconnu quand même ses prouesses, c'est une très bonne chose à saluer. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Comme dans toutes les municipalités de la capitale congolaise, les artères sont dans un état de délabrement avancé. L'avenue des Libérations ex-24 novembre n'en fait pas exception. Cette route de grande importance reliant la commune de Lingwala, Bandalungwa, Ngiringiri, Bumbu et Selimbao devient de plus en plus impraticable, précisément au niveau de la prison centrale de Makala. Face à cette situation, les usagers demandent l'implication des autorités afin d'y remédier. Nzela oyo pona batana ko bosana mais nzela oyo essaye déjà batana ebele to fete ka boye na nzela oyo mais il s'agit ba conteneur comment okoya a na nzela oyo tozoloba tolobi na ba chaîne ebele tolobi même na ba RTNC l'état zo la biso solution ya nzela te nzela oyo ba contaminer ne baleka a ba général ba eza route principale eza 24 heures prison Makala yango wana prison Makala eza sima na ngai tala nzela omoni embouteillage nde bani boye ekomema biso ti 18 heures. Chaussée trouée, eau stagnante, des immondices, c'est ce qui caractérise cette route qui devient un calvaire pour les conducteurs. Nouveau gouverneur faut bon ça 24 pour abiso de souffrir moi était à nzela la robeba donc moi penza zate moi te salba des années ba mo pe chef baleka ba yebi mais ba ki para yango. En tout cas, vraiment, pour la Maramanzelo, papa, tu comprends les sous-té. Et ça, Nzela, mon principal, la prison centrale à Makala, mais tu as Nzela, tu l'es l'on comment. Et que d'ailleurs, dès ça, Nzela, le gouverneur, c'est faut vraiment vite. La ville, ça n'est comme salité. Oh, il y a peine tout, ça vraiment des Maramalonga pour te séparer. Tout ça là, parce que la bison Nzela est bon. Nzela nyo se baby banana bandali ti na landu nzela nyo se ti moki mabulu na mabulu. Signalant par ailleurs que cette route qui mène vers le rond-point UPN se trouve la prison centrale de Makala. Cette sensibilisation rentre dans le cadre de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. Les écoliers sourds du village Bondeko, une catégorie de jeunes assez souvent oubliée, s'est vu ciblée par l'Alliance internationale pour la planification familiale,
partenaire du Programme national de la santé pour adolescents, pour parler de l'hygiène menstruelle, une question visiblement considérée tabou dans notre société. Ici, des échanges fructueux soutenus par des techniques modernes pour faire passer le message à ces enfants ayant les problèmes de communication. Dina Ifele, chargée du plaidoyer à IAF RDC. Nous avons donc choisi ces week-ends pour partager, échanger dans le cadre d'une causerie éducative avec les élèves dans la catégorie un peu particulière et très importante pour nous, les sourds, où nous avons échangé sur les questions liées à l'hygiène menstruelle. Nous croyons que tout le monde a droit à l'information et aujourd'hui on s'est dit que aussi nos amis le sourd, ils ont droit à cette information. Peut-être qu'il peut y avoir des difficultés pour communiquer, mais ils ont droit à la bonne information que nous avons. On n'a pas eu trop de difficultés, donc il y avait des salles qui sont inclusives, qui sont homogènes et on a très bien discuté sur ces questions. C'est normal qu'au début ils soient un peu sceptiques, qu'ils soient un peu réservés, mais avec les techniques que nous utilisons, nous permettons aux élèves, aux enfants de se dégager, de se libérer et de poser les questions qu'à la maison. Comme on a dit que c'est tabou, qu'ils ne peuvent pas poser, ils nous les posent à nous et nous on apporte l'éclaircissement. Une occasion pour l'assistant technique de la coordination provinciale du Programme national de la santé pour adolescents, le docteur Irène Moukubali, de remercier l'USAID, partenaire du gouvernement congolais, qui a disponibilisé les fonds à travers Breakthrough Action. Et en tant que gouvernement, nous venons appuyer, superviser les activités que l'ONG IAF a organisées avec l'appui financier et technique de l'USAID à travers son projet Breakthrough Action. C'est pourquoi nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement des activités organisées par les ONG qui œuvrent au pays. Pour cette sensibilisation, nous avons pensé sensibiliser au moins 100 jeunes sourds muets, ce qui a été le cas. Ils étaient présents, de jeunes filles comme de jeunes garçons que nous avons eu à sensibiliser ici au village Bondeko de Matete. Une sensibilisation saluée par ces écoliers qui se sont vus intéressés pour la première fois par ce genre d'activité. Tout a commencé par la bénédiction du mausolée par un prêtre catholique. Ça n'est suivi les dépôts des gerbes des fleurs par la veuve Chebeya et ses enfants, suivi des activistes de la VSV ainsi que d'autres militants de droits de l'homme. Une occasion pour les enfants de Floribert Chebeya de recommander à l'État congolais la décoration à titre posthume de ces deux défenseurs de droits de l'homme assassinés sauvagement. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana et Dadi, afin qu'il bénéficie d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Que le père fondateur de l'organisation non gouvernementale La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme soit décoré à titre posthume et élevé au rang de héros national pour le travail qu'il a abattu en RDC, en Afrique et au-delà des frontières pour la promotion et la défense des droits et libertés fondamentaux. Enfin, ce mausolée incarnera à jamais le sacrifice de Floribert Chebeya Baïziré pour la promotion et la défense des droits humains dans le monde entier et le courage exceptionnel de son compagnon de lutte, Fidel Bazana et Dadi. 14 ans après, la veuve Chebeya reste inconsolable. Jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de pleurer. Nous continuons de pleurer parce que c'est lui qui est parti. C'était tout pour nous. Floribert, devant tout le monde, je suis revenue avec 2 enfants, devant tout le monde, pour s'incliner devant toi, parce que tu es notre amour, un amour qui nous manque. Pour Rostem Anketa, directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix, les organisations de droits de l'homme en RDC demeurent en attente d'un autre procès. Que la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, ainsi que tous les défenseurs des droits humains, en République démocratique du Congo et à travers le monde, demeurent en attente des nouveaux procès, celui du lieutenant-général John Numbi-Banza Tambo et consorts, pour qu'ils répondent tous de leurs actes. De la révocation des forces armées de la République démocratique du Congo, du lieutenant-général John Numbi-Banza Tambo, de la nomination par le président de la République
d'un général 4 étoiles, à même déjà le lieutenant-général John Lungi Banzatam, d'un autre procès du colonel Daniel Moukalai pour détention d'une quantité importante d'armes lors de son arrestation en 2010. Notons que le corps de Floribert Chebeya a été exhumé du cimetière d'Mbenseke pour être réenterré, cette fois-là, au cimetière d'Ensele. Augustin Bissimois, vous avez certainement suivi ce match, la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Quelle est votre réaction face au jeu de l'équipe congolaise? Bon, d'entrée des jeux, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction d'appartenir à la nation congolaise, parce que depuis un moment, dans notre pays, on n'a plus rien qui nous offre les sourires. On n'a plus rien. On n'a plus rien à part les léopards. Et nous pensons que c'est une fierté pour nous tous lorsqu'on a une équipe comme celle-là, et parce qu'on fait beaucoup de temps très stressé, dans beaucoup d'embouteillages, dans beaucoup de choses, donc partout stressé. Mais ça, c'est à Kinshasa avec des embouteillages qu'on ne sait même plus expliquer. Ah oui, la chaleur, tout ça, absence du courant et tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez le léopard qui joue, pour une fois, vous avez des sourires pendant 90 minutes et vous vous dites, c'est une fierté nationale. Nous avons suivi ces matchs en tout cas et nous disons chapeau bas, n'est-ce pas, au coach Sébastien, chapeau bas à tous qui ont mouillé les maillots pour, n'est-ce pas, sauvegarder l'intérêt de notre pays par rapport au drapeau qui ne devrait pas tomber. Et donc, nous étions très fiers de voir une équipe, n'est-ce pas, en forme. On a vu des jeunes déterminés. Vous savez, le Sénégal n'est pas n'importe quelle équipe. Hein. Le Sénégal, je n'abuse pas, a eu à jouer, n'est-ce pas, la Coupe du Monde l'année passée. Et quand vous jouez avec une équipe comme celle-là qui a affronté, n'est-ce pas, la Coupe du Monde, il faut vous dire sincèrement que vous êtes au point. Et arriver à tenir cette équipe en échec, n'est-ce pas, dans son propre stade, face à un public qu'on a vu, eh bien, il faut vous dire qu'on a une équipe. Alors ce dimanche, les léopards de la République démocratique du Congo vont donc affronter l'équipe du Togo, c'est au stade de Martyrs. En effet, et donc nous continuons à souhaiter, n'est-ce pas, de bonnes chances à notre équipe et nous souhaitons qu'elle puisse se comporter beaucoup plus mieux, parce que si elle a réussi à faire ce qu'elle a fait à l'extérieur au Sénégal, face au public sénégalais, et aujourd'hui, le public congolais est très déterminé. Très déterminé, j'étais hier en réunion où les militants du MDVC se disaient, parce qu'on voulait convoquer aujourd'hui une grande réunion, c'est le XCG, nous devons aller au stade. Il a dit non, en effet, on annule, allons tous au stade pour soutenir notre équipe. C'est le pays, c'est la RDC, c'est pas une histoire des opposants ou de la majorité, non, c'est la RDC. C'est la RDC, c'est la nation. Et nous tous, nous devons, n'est-ce pas, avoir les sentiments, n'est-ce pas, patriotiques pour appuyer cette équipe-là. Et donc, comme ça, je disais que, étant donné que les léopards, n'est-ce pas, seront en face de son public, je crois qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce que jusque-là, le léopard est 3e après le Sénégal. Et donc, si nous perdons le match d'aujourd'hui, ça sera fatal. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons en tout cas toutes les chances. Si nous gagnons le Togo, en tout cas, nous serons sur une bonne position. Mais si nous perdons le match d'aujourd'hui, nous nous éloignons, nous nous écartons en tout cas des chances. Je rappelle que ces matchs se jouent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Alors, vous avez parlé des embouteillages. Quand on voit les embouteillages à Kinshasa, on voit également les infrastructures. Kinshasa n'a presque plus de route, alors qu'on nous avait amené le projet Zéro Trou. Alors les Congolais qui se posent la question, ces projets qui n'ont pas donné de fruits comme les Congolais, les Quinois l'attendaient, mais au moins il y a le ministre Alexis Gisaro qui revient encore dans le gouvernement Souminois. Bon, vous savez, nous devrions avoir honte dans notre pays. Honte pourquoi? En effet. Vous savez, vous avez évoqué un programme, Zéro Trou, qui a eu à engloutir des millions de dollars, madame. Mais décidément, après, le gouvernement va évaluer et vous dire que ce projet a réussi à 95%. Et même le ministre l'avait dit, hein? Ah oui. Mais aujourd'hui,
Si vous prenez votre micro-baladeur pour poser la question aux Quinois, sincèrement, on va vous dire qu'on n'arrive pas à comprendre cet argent a servi à quoi. Et c'est comme ça que nous avons toujours plein un parlement qui s'est transformé en caisse de résonance. Vous savez, madame, les États qui ont réussi à évoluer ou à se développer, ce n'est pas parce qu'ils avaient de bons gouvernements, c'est parce qu'ils avaient de bons parlements. Lorsque vous avez un parlement qui comprend très bien son rôle de contrôler, en ce moment-là, vous ne verrez pas de détournement. Vous verrez des projets. Ah oui. Vous verrez des projets. Vous pensez que ce n'est pas le cas en RDC alors que le Parlement congolais est rempli des intellectuels, des professeurs, des juristes, des économistes? Non, il faut plutôt dire que c'est rempli des diplômés. Des diplômés? Oui, mais pas des intellectuels. On doit remettre en cause leur diplôme, c'est ça? Non, ils ont leur diplôme. Vous savez, il faut qu'on fasse ça. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle intellectuel et diplômé. Il y a une différence. Il y a une différence. Un diplômé, c'est quelqu'un qui a été à l'université et qui a fait ses diplômes comme pas possible. Mais dans les faits... C'est-à-dire que c'est un diplôme qui ne reflète pas les capacités de quelqu'un, c'est ça? Non, l'intellectualisme n'a rien à voir avec les diplômes. Okay. On peut être intellectuel sans avoir les diplômes. Les diplômes, exact. Parce qu'un intellectuel, pour moi, c'est quelqu'un qui est à même de trouver des solutions aux problèmes sociétaux. Voyez-vous? Donc, s'il y a un problème, par exemple, au niveau de la société, et qu'il y a un seul Congolais ou une seule Congolaise qui apporte des solutions, pour moi, c'est déjà un intellectuel. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez de diplômes, qui ne sont pas intellectuels. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes de la société. Et ce sont ces gens qui se reposent au Parlement. Malheureusement. Parce qu'au Parlement, désormais, avec nos regroupements, vous avez ceux-là qui ont des objectifs, n'est-ce pas, claqués sur les billets verts. Il s'est dit, dès lors que j'ai un pouvoir qui me donne des billets verts, ça me suffit. Et ces gens-là ne peuvent pas aider la République. Oui, ils ne peuvent pas aider la République. Il y a d'autres qui se disent, en réalité, regardons-nous dans les yeux, il s'agit de notre pays. La capitale n'a pas de route. Madame, c'est de la honte pour notre pays. La capitale. Et surtout aussi, l'avenue 24 novembre, le président l'emprunte régulièrement, mais vous allez voir qu'avant d'arriver au saut de mouton du 30 juin, il y a, je sais pas, il y a des gens qui parlent même d'une petite rivière qui s'est créée là. Ah oui. Donc on a l'impression que l'insalubrité, l'état de délabrement très avancé de route n'inquiète personne. Et là, les gens ne parlent que de Kinshasa. Madame, lorsque vous vous déplacez, je sais que vous avez l'habitude de voyager à l'intérieur du pays, mais si vous allez prendre tout ce qu'on appelle les routes nationales, s'il vous plaît, j'ai mis ma main à couper, on n'a aucune route nationale qui soit en forme. Et entre-temps, on a le projet 145 territoires. Vous vous rendez compte, malheureusement. Et à un moment, on dirait qu'on n'en parle presque plus. Hein. Bon, au fait, quand on a repris Alexis Guizaro, ça signifie que le chef de l'État a été satisfait de sa prestation. Et alors donc, que sur terrain, il n'y a rien. Sur terrain, il n'y a rien. C'est que seul le chef est en mesure de... Vous savez, quand vous avez un enseignant qui a en tête que 7 fois 4 égale 20, lorsqu'il corrige l'enfant qui a écrit comme ça, cet enfant a 10 sur 10. Parce que tout dépend du niveau de l'enseignant. Alors, si l'enseignant estime que c'est ça la réponse, et que l'enfant a donné cette fausse réponse, l'enseignant va donner 10 sur 10. En termes simples. Les termes étaient simples. Et donc, c'est comme ça que je crois que lorsqu'on arrive à récompenser, à reconduire Alexis, c'est que le chef de l'État a été satisfait de sa prestation, madame. On n'a pas, n'est-ce pas, un autre débat, on n'a pas une autre analyse par rapport à ça. C'est qu'il a été satisfait. Et quand il est satisfait, ça signifie qu'il est le seul qui connaît les objectifs pour lesquels il est satisfait. Si nous, peuple congolais, la satisfaction serait logée dans le fait que nos routes sont très bien, n'est-ce pas, réhabilitées, et que si le chef de l'État a une autre visée, eh bien, en ce moment-là, il peut les reconduire. Vous avez vu Mme Souminois, qui a été ministre du Plan, qui conduisait le programme, n'est-ce pas, 145 territoires, a été élevé au rang du gouvernement. Vous vous rendez compte? Ça signifie que c'est le chef
est satisfait. Donc vous n'êtes pas satisfait de son travail abattu au plan? Non, avec vous, nous avons décrié le fait qu'il n'y a pas de route. Parce que lorsqu'on parle de l'autosatisfaction du programme de 145 territoires, on n'est que dans les écoles. Mais on oublie qu'une école coûte en réalité pas plus de 100 000 $. Pas plus de 100 000. Si vous avez des ingénieurs qui aiment la République, vous avez une école, en tout cas, qui ne va pas au-delà de 100 000 $. Mais aujourd'hui, avec ce programme, madame, vous avez des écoles qui vous coûtent 350 000 $. Vous vous rendez compte? Ça ne fait pas ce qu'en RDC. Mais c'est scandaleux. Alors, quand vous parlez des écoles, les élèves ont clôturé en début de semaine les NAFEP. Alors, à un moment, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, c'était la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de la qualité de l'enseignement? Bon, d'abord, il faut dire chapeau bas au chef de l'État pour avoir implémenté ce programme de la gratuité de l'enseignement parce que c'est constitutionnel. Et ça, nous disons en réalité qu'il a respecté cette disposition de la Constitution. C'est une très bonne chose. Cependant, il importait qu'il puisse mettre des mesures d'encadrement de façon à ce que cette gratuité ne soit pas une gravité de l'enseignement. Moi, j'ai toujours dit que si on ne fait pas attention, eh bien, il y en a qui sont en train de jubiler parce qu'il y a une gratuité, mais il ne faut pas attention. Qu'est-ce qu'on aura après 20 ans? Et surtout que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, madame, vous avez dans le temps un enseignant qui était en face de 40 élèves et qui avait deux salaires. Le salaire de l'État et la prime des parents. Avec 40 élèves, avec la gratuité de l'enseignement, il y a beaucoup d'enfants qui sont rentrés à l'école. Cet enseignant se voit amputé de la prime des parents. Il se voit encore une fois triplé du travail qu'il avait dans le temps. Voilà. Mais son salaire n'a pas varié. Ça signifie que cet enseignant, on a triplé son travail, mais on n'a pas revu à la hausse son salaire. Il y a un risque qu'il ne fasse pas correctement. Ah oui, il y a un risque que son travail bâcle. Et si le travail d'un enseignant bâcle, madame, c'est la République qui va en payer le prix. Et le prix très cher. Après 20 ans, 30 ans, ce sont là les enfants qui vont diriger la République. Vous aurez les gens, les chefs de l'État, après 30 ans, qui va analyser les protocoles d'accord au niveau de la coopération bi- et multilatérale. Il signe un accord avec un partenaire. Il ne comprend pas, n'est-ce pas, les contenus des clauses. Il signe sans comprendre qu'il met le pays en danger. Et voilà la qualité. Et c'est comme ça que nous déplorons la qualité. Les enseignants sont de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas. L'enseignant est celui... doit d'ailleurs être le premier à être dans des bonnes conditions. En effet. Madame, aujourd'hui, l'enseignant congolais vous touche 300 000 francs congolais. Et les députés? Ah voilà. Et si vous amenez les 300 000 ou 400 000 francs congolais en dollars, vous êtes autour de 180 $. Et cet enseignant, madame, doit payer le loyer s'il est locataire. Cet enseignant, madame, a des enfants qui étudient peut-être à l'université. Donc, en une année, son salaire ne peut même pas être comparable à celui d'un député qui dort. Mais non, pas du tout. C'est le jour et la nuit. Entre-temps, cet enseignant doit se déplacer. Parce que jusque-là, les enseignants n'ont pas de transport, comme dans les ministères où il y a des transports pour transporter les conseillers. Mais vous n'avez pas de transport pour transporter les enseignants, madame. Mais le salaire de l'enseignant est bousillé uniquement au paiement du transport pour venir rendre, n'est-ce pas, à l'État congolais un travail. Et surtout avec la situation actuelle de Kinshasa où on ne sait même plus le prix d'un transport, donc ça varie selon les humeurs des conducteurs. Les caprices des conducteurs. C'est-à-dire, vous quittez la maison, vous ne savez pas, vous allez rentrer avec combien. Contrairement aux autres États où tout est connu. Vous connaissez ce qu'on appelle métro, ça coûte autant. Je sors de chez moi, je mets dans ma poche autant pour aller, autant pour le retour. C'est pas ça, Kinshasa, madame. Et face aux autorités qui sont satisfaites de la qualité de la gouvernance. Donc c'est un peu ça. Nous déplorons en tout cas la manière dont l'enseignant est traité. Nous croyons que c'est vraiment honteux pour notre pays. Augustin Bissiwa, nous allons prendre le deuxième dossier, mais vous pouvez quand même dire un mot. Les Congolais se sont souvenus, si je ne me trompe pas, le 2 juin, de Floribert Chebeya,
et son chauffeur. Ces deux activistes de droits de l'homme qui ont été donc assassinés plus de 10 ans après, toujours pas d'avancée en ce qui concerne leur dossier. Oui, avant de placer, moi, madame, quand on parlait de ENAFEP, vous savez, les téléspectateurs vont comprendre que ça signifie examen national de fin d'études primaires. Ce qui était ENAFEP. Voilà. Mais maintenant, la question que je me pose avec les réformes de Tshisekedi, les enfants terminent, on dit, fin d'études primaires. Celui qui quitte la 6e année primaire, en 7e. Il va en 7e. Maintenant, c'est quelle 7e? Est-ce que c'est la 7e année primaire? Et là, il y a également la 8e. Il y a aussi la 8e. C'est la 8e année. Ils ont déjà passé le test de fin d'année primaire. Donc, vous sentez qu'on est, je ne sais pas dans quoi. Je ne sais pas si demain après-demain, vous pouvez avoir les ministres de ce secteur-là pour qu'ils expliquent. Parce que nous, au niveau du MDVC, on est perdus. Et on vous dit... Pas seulement vous, mais c'est une question qui a fait un peu débat dans plusieurs groupes. Bah oui. Si on estime que 7e année et 8e, c'est le prolongement de l'école primaire, il ne fallait pas qu'on ait l'examen des fins d'études primaires. En 6e. Ça n'a pas de sens. Carrément, on devrait dire, il n'y a pas d'examen, on quitte la 6e année, on va en 7e, et en 8e, on sait déjà que désormais, le cycle primaire est de 8 ans. Et ça serait clair. Et quand on quitte les primaires, on commence en première année. C'est clair. Mais aujourd'hui, après la 8e, on commence maintenant la première année. Première année, 2e année, et on fait l'examen d'État en 4e année. Et donc, on ne sait pas, on est dans quoi. Seul l'UDPS peut nous expliquer ces réformes. Parce que on les trouve là où on ne les attend pas, malheureusement. Ah bon? Ah oui, ça m'étonne. Les régimes ici, vous pouvez les retrouver là où le peuple ne l'attend pas. C'est ça le paradoxe. Par exemple, le MDVC, vous attendez le régime où? Non, mais vous avez dit que nous tous, que vous tous, comme nous n'arrivons pas à comprendre ces réformes. Donc, ça signifie que, j'ai posé la question à une directrice, elle me dit, madame, nous-mêmes, nous sommes perdus. Mais donc, même les tenants de la CRE, ils ne savent pas comprendre c'est quoi. Mais quand vous n'arrivez pas à expliquer... Ils sont quand même lancés dans ça. Ah oui, ils n'ont pas de choix. Alors, un mot, Chebeya. Par rapport au dossier Chebeya, c'est un dossier très complexe. Vous savez, ce dossier-là, madame, a toujours réclamé le général John Numbi. Mais au stade actuel, qui est en fuite, non seulement qu'il est en fuite... Mais quand même, il fait de tweets, hein, c'est qu'il est quelque part. Bah oui, c'est un problème, évidemment, de nos services de renseignement. Quand vous avez des services qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à trouver quelqu'un comme cela pendant beaucoup de temps, c'est que ces services ne sont pas au point. Parce qu'il y a ce qu'on appelle renseignement interne et externe. Et donc, c'est qu'on n'arrive pas à collaborer avec les autres États. Et ça, c'est un problème. C'est que nous sommes en autarcie diplomatique. Nous sommes isolés. Et ça mais à un moment, on nous a dit que la diplomatie se porte maintenant très bien. Je vous ai dit que nous les avons là où nous ne les attendons pas. Ce sont les régimes Tshisekedi. Et c'est comme ça. Là où ils vous disent que ça marche, vous allez prendre beaucoup de temps pour comprendre cette marche-là, à quel soubassement. C'est ça, eux, malheureusement. Alors, atterrissez, on va prendre un autre... Donc, je disais qu'avec Chebeya, c'est sensible parce que quand bien même on pouvait mettre la main sur lui, nous n'avons personne pour les juger dans ce pays. Nous n'avons personne. Comment ça? Oui, parce qu'il a 4 étoiles. De tous les magistrats, au niveau des tribunaux militaires, on n'a personne qui a cette étoile, qui peut les juger. Et là, c'est un problème. C'est un problème. Et donc, le régime Tshisekedi a 2 choix. Lesquels? Soit les débarquer de l'armée congolaise. En ce moment-là, si on les débarque, même ces galons tombent. Là, on peut les juger. Alors, c'est comme ça qu'il y a des politiques qui se posaient la question, pourquoi le régime ne prend pas cette décision? Je vous ai dit que nous les avons là où nous ne les attendons pas. Et c'est comme ça. D'accord. Voilà. Madame, Monsieur, prenons à présent ce deuxième dossier. Nous avons été reçus par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour échanger autour des questions liées au fonctionnement de la République. Elle a voulu, étant chef de l'exécutif national, convier les représentants des députés nationaux qui représentent justement la population, d'échanger avec nous pour comprendre ce qui se passe dans nos différentes circonscriptions électorales, de manière à lui permettre de préparer son programme qu'elle va devoir présenter
dès la semaine prochaine pour l'investiture du gouvernement central. Nous avons dit à la première ministre et chef du gouvernement que dans le cas de Kinshasa particulièrement, nous connaissons plusieurs problèmes majeurs. Nous avons souligné l'aspect insécurité. Vous savez, à Kinshasa, vous qui vivez ici, comme nous, savons que l'insécurité bat son plein. Il y a la criminalité urbaine, le banditisme urbain que nous appelons communément Kuluna, qui sévit et qui emporte des vies humaines. Nous avons aussi le banditisme armé, avec des déserteurs, des militaires et policiers indisciplinés qui prennent les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, malmener la population en leur arrachant, extorquant leurs biens. C'est un cas qu'il va falloir prendre au sérieux parce que le Congo que représente la ville de Kinshasa, parce que c'est le miroir, la ville de Kinshasa est exposée à ces dangers. Au-delà de l'insécurité, nous lui avons fait part des problèmes d'eau. C'est vrai, il y a eu des avancées considérables dans le cadre de la distribution de l'eau potable par la Régie des eaux, mais il va falloir encore conjuguer assez d'efforts pour que le Quinois puisse bénéficier de l'eau potable. Il y a aussi la grande question qui est une épine chez les Quinois, qui est l'électricité. Un terme récurrent que nous débitons chaque jour, le délestage, est devenu sérieux. Et pour cette question, la Première ministre nous a dit qu'elle ne va pas lésiner avec le moyen pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre de l'ordre dans ces secteurs. Au-delà de ça, il y a aussi le problème des inondations. Il y a les problèmes des érosions qui apparaissent dans toute la ville de Kinshasa. Pour toutes ces questions, la Première ministre nous a rassuré qu'elle va s'employer avec toute son équipe à répondre aux besoins de tous les Quinois et de tous les Congolais dans l'ensemble. Investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale, les tractations vont bon train. Le président de la Chambre basse du Parlement, le premier vice-président et les rapporteurs ont échangé avec plusieurs responsables des regroupements politiques de l'Union sacrée. Ici, Vital Kamere dit sa satisfaction de voir l'adhésion des regroupements à l'investiture du gouvernement. Mais je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. 190 députés nationaux ont été reçus ces jours, un chiffre significatif, nous rapporte Jacques Njoli. Ensemble de députés reçus, ça nous donne 190 députés, ce qui est un chiffre important. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il faudra que vous, la presse, vous puissiez nous aider à ce qu'on ne véhicule pas des fake news, dire que les députés demanderaient de l'argent. Non. Les députés et le représentant du souverain primaire, donc ils parlent au nom du peuple. Après avoir donné leur accord à l'investiture du gouvernement souminois, quelques représentants des groupes parlementaires s'y sont exprimés en ces termes. L'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Madame la Première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Le peuple est en train de souffrir. Il ne revient pas à l'UDPS de donner l'impression que nous fermons l'œil et les oreilles. Nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la Première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale. Les consultations avec les autres représentants des groupements politiques vont se poursuivre. Visiblement, le bureau de l'Assemblée nationale travaille d'arrache-pied en vue de permettre l'investiture du gouvernement au cours de cette session ordinaire de mars. Makutani alelo ezaki à Liboso depuis Premier ministre chef du gouvernement Mama Judith Suminwa abimisaki gouvernement yaye
na réunion à l'élo ba ministre réunion sur bakutanaki pour na royoka oyo premier ministre azaki nango neti kopé sabiso ba étape oyo photo landa tito koma na moment ya investiture ya gouvernement et salama na parlement ayebisaki biso kakutanaki na molobeli à parlement topé président assemblée nationale honorable Vital Kamerhe vendredi eleki pour na royebisa e ka kozala après lundi to mardi na copie o ya programme a expliqué ki biso pe programme wana en synthèse autos to le banalo poto ba principe directeur topé résumé il y a programme du gouvernement au boyebi qui est président de la République à salaki pendant la campagne 6 engagements a pe sibiso moi ba détail wana pe biso ba ministre ba repé sa biso ba copie ya projet et salamaki na ba équipe nae pour topé sa ba élément d'enrichissement to ba kiso ya biso de sorte que leur to kende na parlement to kende na copie oyo ba député ba ozala en mesure ya rediscuter na biso sur ba si ici discussion ba pe sa biso approbation na bango topé investiture na sima investiture ne to ça la remise et reprise pe to banda ba étape oyo ba congolais bazozela musale banda kasi premier ministre alingaki pe ko insister na nécessité pour na biso ba oyo toza na gouvernement na d'abord ya ko sala na bomoko yango nde ko sala ke to constituer équipe oyo et aux ala vraiment à l'œuvre pour na répondre na ba problème à ba congolais yami balé a insisté na ba valeur où il faut caractériser biso ba valeur net efficacité ba valeur net discipline topé ba respect ngonga pour biso surtout s'assurer que makambo eza tellement mingi que tozo bebi satan na bisoté en tout cas ba to silisa ki pe to kangi moi photo de famille ndenge zalaka et pesa ki biso pe moi temps ya koyebana na ba ministre ba yesika voilà en résumé il y a Milulu Tozaki nango lelo na maman Judith Soumino. Alors aujourd'hui le peuple congolais est en train de suivre donc attentivement ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec notamment le nouveau président Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, Augustin Bissimois. Ce qui se dégage, c'est que Kabouya, en tant qu'informateur, a consulté. Vital Kamerhe, en tant que président, a consulté. Aujourd'hui, il y a la première ministre qui consulte, même pour l'investiture. Donc, à chaque étape, il y a un soulèvement de députés. Comment est-ce que vous interprétez cette situation? Bon, moi, je voudrais de prime abord, peut-être enlever une certaine confusion. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à dire que Kabouya a fait un mauvais travail. Je ne suis pas de cet avis-là. L'honorable Augustin Kabouya a fait un très bon travail parce qu'il ne faut pas que les gens confondent son rôle. Il n'était pas formateur du gouvernement, il était informateur. Et sa mission était d'aller dégager la majorité. Un travail qui a été très bien fait. Et donc, à ce niveau-là, il a présenté les résolutions au chef de l'État. Et cette résolution devrait contenir, voici le nombre de députés que notre majorité dégage. Voici le nombre de regroupements qui dégagent cette majorité. Ça signifie que s'il faudra former le gouvernement, on va puiser au sein de ces regroupements. Et Kabouya a bouclé son travail comme ça, et personne ne s'en était plaint. Et nous avons dit à l'opposition, ça fait un travail bien fait. Il faut vraiment les féliciter pour ça, il ne faut pas les vilipender. Parce que nous n'aimons pas, vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui pensent qu'en vilipendant les autres, ils deviennent... Non, ça n'a pas de sens. Kabouya Augustin a fait un bon travail parce que personne n'avait remis en cause son travail. Et la remise en cause serait qu'un regroupement dise on nous a mis sur la liste alors que nous ne sommes pas de cette majorité. On n'a pas suivi de telles réclamations. Maintenant, qu'est-ce qui a bâclé le travail? C'est le président de la République lui-même. Non, c'est le président qui a bâclé le travail de Kabouya. Ben oui. Tout ce qu'il y a comme frustration aujourd'hui, si Kamerhe consulte, Kamerhe cherche à apaiser la tension qu'il y a au sein de l'Union sacrée par rapport à la formation du gouvernement, ce qui n'était pas la mission d'Augustin Kabouya. La mission de former le gouvernement, c'est une mission du Premier ministre en connivence avec le président public qui signe l'ordonnance. Et donc, qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État à ne pas puiser dans ces regroupements? Qu'est-ce qui l'a poussé
à ne pas tenir compte des propositions de ces sociétaires. Ce n'est pas la première ministre qui a présenté le document, c'est comme ça que ça se passe. Elle avait consulté et l'a apporté au président de la République. Et à quel niveau Félix Tshisekedi est responsable? Ben oui, madame, vous savez, les patrons de la majorité présidentielle, ce n'est pas madame Somirwa. Les patrons, c'est Félix Tshisekedi. Tenez, est-ce que vous vous souvenez, madame, que les bureaux Mbosso, qu'on appelait bureau d'âge, avaient déjà évolué dans l'organisation des élections du bureau au niveau de l'Assemblée nationale. La campagne, c'est-à-dire la liste définitive avait déjà été publiée. Et ça aussi, ça a pris beaucoup de temps. La campagne avait déjà commencé. Nous sommes vendredi. Il fallait qu'il y ait élection le samedi. Une réunion s'est tenue le vendredi. Madame, la réunion de l'Union sacrée. Donc, les chefs de l'État, avec les députés de l'Union sacrée, ils ont décidé de surseoir ce processus. Dans quel pays au monde une réunion extra-institutionnelle peut bloquer le processus institutionnel? C'est seulement dans notre pays, là où la dictature évolue très bien. Ah oui. Donc Félix est dictateur. Mais quel est l'autre? Est-ce que nous avons un autre langage pour le dire? Parce que dans aucun pays où on peut arriver à suspendre le processus régulier d'une institution par une réunion extra-institutionnelle. Ça signifie que nous, à l'opposition, nous nous réunissons et nous disons Kadima suspend les élections et Kadima les fait. Nous sommes dans quel pays? Mais ça s'est fait dans ce pays. Et Mbosso, et là il fallait dire non, nous devons revoir les tickets. Voilà. Mais quand Tshisekedi a suspendu, et lorsqu'il dit qu'il fallait revoir ces tickets-là de l'Union sacrée, on voulait nous faire croire, madame, que tout ce que le présidium avait fait dans le choix de ces tickets, le présidium n'a pas fait rapport au chef de l'État. Que le présidium a évolué dans le processus de choix de ces tickets sans que le chef de l'État ne le sache. Que Mbosso a évolué même dans les élections sans que le chef de l'État ne soit au courant. Voilà le débat. Et donc, pour revenir à la question, madame, c'est le chef de l'État qui a signé l'ordonnance. Si vous la lisez, vous trouvez signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, contresigné par la première ministre. Le jour de la publication, nous attendions la publication à X heures. Vous avez vu même que vos collègues journalistes jusqu'à 1h40. ont eu du mal à savoir que tantôt on nous dit non, on voit madame, c'est pas moi, porte-parole, j'oublie son nom. Tina Salama. On voit Tina qui est déjà prête avec ses papiers, elle est en train de... Mais c'était faux. Ils nous ont même dit que ça sera un gouvernement de taille réduite, moins de 40. Je crois que Giscard Koussema doit être malade après ces messages-là. D'être malade. Je m'imagine qu'il devrait avoir la chair de poule. Parce que ce qu'il venait dire est contre... Parce que ça signifie quoi, madame? Nous qui sommes dans le monde politique, nous avons compris qu'il y avait tripatouillage. Il y avait une grande réunion qui se tenait pendant que Giscard parlotait là-bas, rabâché. Eh bien, il y avait encore... Le président était en train d'annuler et de mettre d'autres. Et ce qui a frustré les regroupements. Mais malgré tout ça, il y a quand même une province qui a été oubliée. Est-ce que vous vous rendez compte? On a pris beaucoup de temps pour mettre en place de les règles. De 21h jusqu'à 1h46, si je me rappelle bien. D'abord, on vous prend 6 mois pour réfléchir sur le gouvernement. Et après avoir pris 6 mois, on vous prend, c'est pas moi combien de temps, pour consulter. Et du coup, vous avez même... Vous sortez un gouvernement qui est incomplet et on vous dit qu'il faudra une ordonnance pour compléter. Et même quand vous publiez... cette démarche-là, même quand vous publiez... pour compléter. Bon, en fait, la honte ne tue pas, on peut le faire. Parce que la honte ne tue pas, on peut le faire. Autant mieux ne pas mourir de la honte que de laisser les choses comme ça, violer la conscience en article 90, je pense. Et pire encore, on oublie les ministres de la Justice. Et puis on les nomme par Twitter. Par un tweet. Mais non, écoutez, non mais madame, je pense que ça fait pleurer ici.
Alors, comment est-ce que vous aviez trouvé la démarche d'Augustin Kabouya de couronner les députés provinciaux et il argumente cet acte par le fait qu'ils ont résisté à la corruption? Oui, mais vous savez, madame, c'est ce que j'ai dit, hein, ce que nous faisons, les autres nous observent. On ne fait pas attention, on pense que nous sommes dans un circuit fermé. Non, nous sommes dans un monde où tout le monde suit nos pas. Et les gens sont en train de rire lorsqu'ils voient ce que nous faisons. Madame, si c'était moi, Augustin Bissimois, qui aurait commis cet acte-là, en tant qu'opposant, aujourd'hui je serais à Makala. Pour corruption. Parce que ça n'a pas un autre langage. Augustin Kabouya a dit que ça n'a rien à voir avec la corruption. Il peut quand même faire du bien à ses députés. Je vous ai dit que nous les trouvons là où nous ne les entendons pas. Vous vous rappelez quand Tshisekedi, le président, avait dit que non, les rétrocommissions, c'est normal dans notre pays. Sous d'autres cieux, c'est la corruption, mais chez nous, c'est normal et c'est légal. C'est ce qu'il a dit. Et je voudrais savoir, quand c'est légal, ça tient sur quel soubassement légal? Parce que ce qui est légal est habillé par une loi. Mais il a dit que c'est légal. Donc, Tshisekedi a échoué en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et donc, Kabouya aussi vous dit que c'est normal, c'était une motivation, mais ce n'est pas une corruption. Est-ce que vous trouvez comment ces gens sont en train de créer des jurisprudences ridicules? Et je conseille à notre population de ne pas copier ça. Ce n'est pas un bon modèle à copier, ce n'est pas de bons discours à copier. Il faut éviter, n'est-ce pas, les antivaleurs. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier. Tout en souhaitant la chance au gouvernement, ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. Monsieur Alain, laissez-moi vous dire, en économie, la confiance joue un rôle clé. Rien d'excellent, rien de durable, rien d'extraordinaire ne peut être fait sans la confiance. La confiance, c'est la fondation de toutes les réformes qui peuvent être entreprises par le gouvernement. Et je crois savoir si il y a un conseil à donner, et là ce n'est même pas au gouvernement, ça c'est au chef de l'État, c'est de pouvoir préalablement rétablir la confiance qui a disparu. Elle passe par quoi oui, il passe par quoi ce rétablissement de la confiance? Bon, ben écoutez, il appartient au président de la République de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance. Je ne suis pas là pour donner des avis sur cette question. Je crois que le président de la République est bien placé pour savoir quelles sont les voies qu'il doit suivre. Sinon, sans la confiance, il n'y a rien qui peut être fait. Le premier élément qu'il faut faire, c'est le rétablissement du cadre macroéconomique, qui est représenté par des indicateurs clés, les taux d'échange et les taux d'inflation. Bon, il y a d'autres indicateurs, mais je préfère, à ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique, retenir cela. Vous savez, j'ai gouverné en tant que Premier ministre pendant 5 ans. J'ai été ministre des Finances pendant 2 ans. Mais le taux d'échange est resté stable. Aujourd'hui, M. Matata est un peu comparé au symbole de la stabilité du taux d'échange et des prix intérieurs dans ce pays. Mais la stabilité du cadre macroéconomique constitue la fondation sur laquelle peuvent s'ériger les murs de la prospérité économique dans un pays. Donc la première recommandation, c'est que le gouvernement actuel puisse rétablir la stabilité du cadre macroéconomique. Stabilité des prix intérieurs, comme nous l'avons fait, stabilité des taux d'échange, comme on l'a fait. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Le mystère, c'est une gestion rigoureuse des politiques conjoncturelles, politique monétaire, politique budgétaire. Il n'a pas raison parce que la crise économique est mondiale et le gouvernement vient d'être composé, il va être installé et le gouvernement va se mettre vite au travail pour répondre à toutes ces questions de pouvoir d'achat de la population, parce que le pouvoir d'achat, ça fait partie des engagements du chef de l'État, pour répondre à la problématique de la sécurité, et la sécurité fait partie de ces engagements du chef de l'État, pour répondre au problème des taux d'échange. Donc, il n'a pas raison
C'est juste qu'il a voulu qu'on parle de lui. Dernièrement, Matata a parlé de pouvoir confier la CENI à une organisation internationale. Ce qui est une aberration, parce que la CENI, c'est une institution qui relève de la souveraineté de l'État. Il faut dire qu'ils sont en crise d'arguments pour faire parler de leur parti politique et faire parler d'eux-mêmes. C'est ainsi quand ils dorment, ils se réveillent, ils lancent quelque chose dans les médias et que les gens parlent d'eux. M. Matata Ponyo n'a pas raison de dire aujourd'hui que la population a une crise de confiance envers les actuelles autorités du pays, même le gouvernement. Je dis non. Je pense que la population est avec Tshisekedi, avec les autorités du pays, et ce qui est vrai est que le gouvernement venait d'être publié il y a peu, et d'ici là, ce gouvernement sera investi, ça doit travailler pour la population congolaise. Et je vois comment est-ce que le président de la République, Tshisekedi, s'y met pour que cette population soit, bien entendu, à l'aise. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Matata doit parler comme ça, d'autant plus que la gestion de M. Matata Ponyo n'était pas une gestion orthodoxe, ce n'était pas une gestion modèle. C'est celui qui nous a laissé, bien entendu, avec beaucoup de dettes aussi. C'est celui qui a fait que la Gécamine, la MIBA, la NCDCC, le NOTRA, ont pu tomber en faillite. Et donc, nous disons, M. Matata Ponyo n'a aucune leçon de la bonne gouvernance qu'il peut donner à l'actuel président de la République, soit au nouveau gouvernement. Et donc, nous disons, nous allons travailler, et nous sommes en train de travailler pour que ce peuple puisse aller de l'avant et que ce peuple puisse se retrouver. Les élections de 2023 n'ont pas été parfaites. Cela a été dit à la cacophonie qui gangrène aujourd'hui la loi électorale. Il est donc impérieux d'avoir les réformes de la loi électorale de la République démocratique du Congo. Il nous faut les scrutins à 2 tours. Il faut supprimer le seuil d'éligibilité dans la loi électorale. Revoir la question de la caution pour les candidats président de la République. Il faut la suppression des candidats cumul. Il faut la suppression des cumuls des candidatures. On ne peut pas être en même temps candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur et, que sais-je encore, candidat président de la République. On doit revoir cette question dans la loi électorale. Et enfin, revoir aussi la question des scrutins des sénateurs. Nous avions eu les élections qui ont été émaillées de corruption. Et donc, nous devions avoir les réformes en ce qui concerne la loi, les élections des sénateurs. Moi, je proposerai que les sénateurs soient votés par le peuple et non par les grands électeurs. Et donc, je suis parfaitement d'avis avec la Simocel, mais là, il faut au peuple congolais et à nos députés de prendre conscience, d'inscrire la question à l'ordre du jour dans l'urgence pour que nous ayons une loi électorale qui va apaiser tout le monde, qui ne va pas appeler au conflit, au sang. Alors, Augustin Bissimois, comment est-ce que le MDVC a accueilli la proposition Augustin Matata de supprimer la Commission électorale nationale indépendante? Bon, nous avons suivi l'honorable Augustin Matata après le conclave qui a été tenu par son parti. Et il a dit que le conclave avait pour mission d'évaluer les élections qui se sont passées dans notre pays. Et décidément, nous n'avons pas été d'accord avec les résolutions prises. Parce que d'un côté, il dit qu'il faut supprimer la CENI et la remplacer par une institution internationale. Là, nous nous inscrivons à fond parce que les élections font partie
n'est-ce pas, de valeurs, n'est-ce pas, qui traduisent notre souveraineté. Nous ne pouvons pas amener des étrangers à venir nous aider à organiser les élections. Ça, c'est un danger que présente sa proposition? Mais tout à fait, parce qu'en ce moment-là, on est en train de montrer que nous sommes incapables. C'est ce que nous sommes en train de dire au niveau du MDVC. La RDC ne doit pas continuer à faire croire et à faire croire au monde entier que les Congolais sont des abrutis sur tous les plans. Non, les Congolais ont encore, c'est ce qu'on dit dans la Bible, qu'il y a encore des réserves sur lesquelles Dieu peut compter. Autant il y en a sur lesquels Dieu peut compter, autant il y en a encore sur lesquels la République peut compter. Tout le monde n'est pas pourri, madame. Jusqu'à ce qu'on a... Vous savez, avec les programmes de 145 territoires, Tshisekedi a recouru au PNUD pour exécuter ces programmes. Alors qu'il pouvait les faire en interne? Parce que le gouvernement, ça s'appelle pouvoir exécutif. Mais le chef de l'État qui n'a pas confiance à son exécutif donne ce projet au PNUD parce qu'on s'est dit, mes ministres détournent chaque fois. Donc c'est ce qu'il a voulu, c'est le message qu'il a transmis? C'est ça le message. En fait, il était fatigué. Il était fatigué parce qu'il s'est rendu compte qu'on détourne en cascade. Et là, il s'est dit cette fois-ci, parce que c'est le seul projet que Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il pouvait compter sur des projets. Le premier, c'est la gratuité de l'enseignement. Le deuxième, c'est celui des 145 territoires. Maintenant, il s'est dit, mais comme on a détourné en cascade l'argent pour la gratuité de l'enseignement, cette fois-ci, je veux que PNUD seul exécute. Entre-temps, vous avez les ministres qui ne font plus rien. Parce que le projet est déjà exécuté par PNUD. PNUD, c'est un programme, n'est-ce pas, des Nations Unies. Donc, les Nations Unies nous aident à implémenter les projets, madame. C'est que l'Union sacrée ne mérite pas sa place dans ce pays. C'est une honte? Mais une honte. Une honte qu'on cause à la République, madame. Mais vous ne trouvez pas que c'était la meilleure façon de faire et en tout oui, cas, parce qu'ils n'ont pas contre la corruption. On n'avait pas de choix parce qu'ils n'ont pas d'hommes. C'est comme ça même que Tshisekedi a fait fi au regroupement en mettant en place les ministres actuels qui sont contestés par les regroupements. Tshisekedi, il présente un message que les gens ne sont pas en train de lire. Et quel? Le message, c'est que les regroupements pensent qu'ils ont été, leurs députés étaient élus. Mais Tshisekedi donne un autre message. Lequel? Il dit, fermez vos bouches, je connais comment nous sommes là, nous tous. Ah bon? Ah oui. Parce que sous d'autres cieux, lorsqu'un regroupement... c'est ça. Lorsqu'un regroupement a fait ses députés, bien élus, le regroupement doit s'étarguer le nombre de ses élus. Il dit, j'ai autant d'élus, j'ai droit au ministre. Et je donne mes propositions au président, il nomme. C'est ça, les contrats. Parce que les partis comme, il y a des partis INC, AFDC, tout ce que vous voulez là, qui ne sont pas des lits de pèse. Ce sont des alliés. Et en allié, on se respecte. En allié, en se respectant, chacun respecte les principes de l'autre. C'est comme ça qu'on évolue. Mais Tshisekedi leur a dit, arrêtez, c'est moi le patron. Nous connaissons comment les élections se sont passées. Vos députés là ne sont pas venus des élections. Ils ne sont pas dignes. Alors, ils ne vont pas m'aider, c'est ça. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'avec Matata aussi, nous disons que c'est dangereux cette proposition-là. Nous avons des hommes capables d'organiser les élections, sur qui on peut encore compter. Mais lorsqu'on pense qu'il faut... Donc, si on comprend bien, les politiciens n'aident pas ce pays, c'est ça? Malheureusement, parce qu'on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. Et le danger, c'est que nous voulons recourir à la colonisation. Et les autres se disent finalement, bon, comme ils ne sont pas capables de se gérer, eh bien finalement, nous allons reprendre les pays, les coloniser pour les aider à les gérer. Et le Rwanda a commencé malheureusement, et nous pensons que nous devons faire très attention de donner de tels messages. Alors, Matata Mponyo a fait notre proposition. Il dit, il appelle à la suppression de la CENI. Entre-temps, il s'inscrit à fond contre la révision et le changement de la Constitution. Oui. Mais c'est contradictoire. Comment on supprime la CENI sans toucher à la Constitution? Je ne sais pas comment les gens réfléchissent dans ce pays. On ne peut, quand on réfléchit nation, on met de côté les sentiments. Quand on réfléchit État, c'est ce que le MDVC prône. Des fois, on parle d'un État qu'on ne met pas en tête qu'on parle de sa boutique familiale. Non. Les intérêts de ton parti politique ne peuvent pas te faire dire des choses, des bêtises. On sait ce qui se passe avec Matata Mponyo. Mais madame, tel que je vous connais là, vous êtes une dame de fer sur qui ce pays compte au niveau du journalisme. Quoi. Et donc, mettez-vous en tête qu'on dise suppression de la CENI. Mais qu'on ne touche pas à la Constitution. Qu'on ne touche pas. Comment on va procéder?
Parce que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. En violant la Constitution, peut-être c'est ce qu'il veut. Vous vous rendez compte comment on peut violer la Constitution et concéder nos mêmes. Donc, comme certains, pensez-vous que Madame Tampogno, par cette sortie médiatique, voulait juste faire parler de lui? C'est raté. S'il me suit, je suis à l'opposition et à l'opposition, qu'il mette en tête que c'est raté. Ok. Alors de l'autre côté, il y a Simosel qui exige quand même de réformes pour les prochaines élections en République démocratique du Congo, et Maître Bazin Mpembe estime qu'on doit supprimer les cumuls des candidatures, le seuil, et appelle à l'élection de sénateurs par le peuple congolais et pas par les grands électeurs. Madame, ce sentiment-là de Simosel, c'est un sentiment de déception. Des déceptions, pourquoi? Parce que l'UDPS a fait à l'opposition plus de 35 ans. L'UDPS s'est battu et avait marché contre tout ça lorsque le pouvoir de Kabila faisait ça. L'UDPS s'est battu contre les seuils d'éligibilité. L'UDPS s'est battu contre cette représentation à différents niveaux. Les cumuls. Les candidatures. Ah oui. Mais quand l'UDPS est au pouvoir, finalement, au lieu de changer les seuils, il a créé d'autres seuils. Il en a ajouté les seuils de recevabilité, en maintenant les seuils d'éligibilité. Pourquoi il s'opposait? C'est la question. Et c'est là que le ridicule ne tue pas. Parce qu'il devrait se regarder dans les miroirs et se dire... Peut-être qu'ils ont oublié. Peut-être qu'ils ont oublié. Ceux qui ne sont pas à leur place. Ça, c'est réservé aux dingues. C'est réservé aux dingues. Parce qu'on dit que l'erreur est humaine. Mais la persévérance dans l'erreur est prohibée. C'est comme ça, madame. Et donc, si on continue à persévérer dans l'erreur, par oubli... Mais on ne peut pas comprendre parce qu'en son temps, l'UDPS n'avait pas la majorité. On sait ce qui s'est passé avec... le FCC Cash, après l'Union Sacrée qui est venue, où eux-mêmes ils ne se faisaient pas confiance. Vous ne pensez pas que c'est pour cette raison qui s'est passé? Et que Félix Tshisekedi, dans le 6 points qu'il a présenté lors de l'investiture, promet maintenant de mettre fin à tout ça? Seuls les dingues y croiront. Parce que Tshisekedi s'est débarrassé du FCC en 2002. C'était quand même une surprise. 2022. En 2022. Personne n'y croyait. Et après 2022, Tshisekedi a eu sa majorité en sa manière. Ça signifie qu'ayant déjà sa majorité, nous étions partis aux élections de 2023 quand Tshisekedi avait toute une majorité qu'il manipulait à sa guise. Ce qui fait que toutes les lois là, la loi électorale, il avait la possibilité de dire à sa majorité, voici ce que je veux. Parce que c'est lui le commandant suprême. C'est lui qui a prêté serment, c'est lui qui a été élu sur toute l'étendue du territoire. Il est le seul. Donc c'est lui qui a le bâton de commandement. Il devait dire à sa majorité, voici ce que je veux. Nous, on s'est battu contre ça. Nous ne voulons pas que ça se répète. Il devait matérialiser la démarche, la vision de son parti. Ah oui, regardez ce Kabila avait créé de mosaïques de partis politiques. Tshisekedi en a créé 20 fois plus grand que ce Kabila avait fait. 20 fois. Ah oui, les AAAB, AATT, ATTT, pour tout ce que vous voulez là. Donc l'alphabet en a souffert comme vous voulez. Et donc ça signifie que ils ont puisé dans les syllabus de Kabila. Ils ont puisé. Ah oui, jusqu'à aller même au-delà et faire très mal que Kabila. Au-delà du Au-delà. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et donc aujourd'hui, madame, je vous dis sincèrement, ces sentiments-là que Simosel a présenté, c'est un sentiment de déception. Alors, parce que l'UDPS ne pouvait plus, en tout cas, reprendre ceux pour lesquels elle s'est battue lorsqu'elle était à l'opposition. Alors, le MDVC, est-ce que vous êtes pour la révision de la Constitution? Même pas la révision. Alors? Les changements de la Constitution. Le changement de la Constitution. Et qu'est-ce que vous souhaitez changer ou voir changer dans cette Constitution? Nous avons battu campagne. Nous étions avec le docteur Justin Moudekereza. Il était candidat président de la République aux élections passées. Et dans sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, il y avait 5 piliers parmi lesquels les réformes des politiques publiques de l'État. Il a estimé que nous implémentons les politiques publiques importées
qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Donc on continue avec la démarche du colonisateur. Et par ricochet, voilà. Par ricochet, il voulait à tout prix que nous puissions nous doter d'une constitution adaptée à nos réalités. Comment comprenez-vous, madame, que madame Noëlla est élue chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris au Sankourou, et que les Sankourois l'ont voté parce qu'ils ont aimé le programme de madame Noëlla, et qu'une fois élu, il y a maintenant un gouverneur du Sankourou, élu par les députés provinciaux, qui représente le chef de l'État, pourtant il n'est pas son émanation. Mais on est où là? Et qui peut partir quand les députés le souhaitent. Malheureusement. On a vécu ça avec le quinquennat de Félix. Vous voyez tout ça. Et là, c'est le président de la République qu'on m'a... Bah oui. Parce qu'il représente le président. En effet, parce que le chef de ce gouverneur-là, on ne verra pas le gouverneur. On va dire le président n'a rien fait. C'est comme ça que nous avons estimé. Et vous avez vu parlant... temps, on a élu des députés, il faudra encore 2 mois pour la Cour constitutionnelle pour statuer, il faudra... On a vu même, je pense que les Congolais, c'était pour la première fois, il fallait corriger les erreurs matérielles et donc des choses qui sont arrivées que les Congolais n'attendaient presque pas. Oui, là, au fait, je crois que ceux qui veulent changer ne nous disent pas au fait pourquoi ils vont changer. Parce qu'ils ne nous disent pas la vérité. Ils doivent dire la vérité. C'est très important parce qu'il s'agit du pacte républicain. Est-ce que là, c'est quoi? Donc, il faudra appeler à un dialogue? On n'a pas un autre choix. Parce que cette constitution est venue du dialogue. Mais Martin Fayulu a une campagne contre ne touche pas ma constitution. Autant l'IDPS avait cette campagne à l'époque, autant Martin est dans les droits de le dire. Mais le problème, c'est quoi? Je vous ai dit des sentiments qui animent la classe politique congolaise. Et c'est dangereux. Lorsque, c'est-à-dire, on analyse la question selon qu'on est dans l'avantage de la chose. À l'époque, l'FCC voulait changer la constitution, amener les élections. Oui, amener les élections à ce que le député, le Parlement élise le président public. Comme ça se fait en Afrique du Sud. L'UDPS avait dit, niet, ne touchez pas à ma constitution. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Martin Fayulu revient avec la campagne. Il veut toucher à la constitution alors qu'il refusait qu'on touche. Mais à l'UDPS, on dit que le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est les Congolais de la diaspora qui ont fait cette proposition à Félix Tshisekedi. Et on se rappelle même que lors d'un entretien avec eux, Félix avait dit, ne faites pas de moi un dictateur. Non, mais après ça, Tshisekedi a fait une interview avec une presse internationale. Il a dit que c'est vraiment fondé. Il a dit que cet appel est fondé. Et je sais que c'était préfabriqué. Cette conférence était préfabriquée pour trouver un mécanisme de passer les messages. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Donc, vous savez, lorsqu'Augustin tient un meeting, Augustin Kabouya, à Limete, il dit, qui vous a dit que c'est le dernier mandat du chef de l'État? Mais les membres du parti présidentiel disent que ça a été mal interprété. Quelle autre interprétation qu'on peut trouver? Quand il dit, qui vous a dit que c'est son dernier mandat? Il veut dire quoi? Or, la constitution actuelle... déjà préparer les gens pour dire que... En effet, c'est que le plan existe. Et c'est là qu'ils ne sont pas intelligents. Ah oui, parce qu'ils sortent... C'est quand même fort, là. Bon, voilà, ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Tout ce qu'ils veulent là, en tout cas, je pense qu'ils ne sont pas prudents. Ils ne sont pas prudents, oui. Parce qu'on ne pouvait pas faire dire ça à Augustin Kabouya compte tenu de son rang à l'époque. Il l'a dit en tant qu'informateur. Mais lorsqu'il vous dit ça, connaissant bien sa position vis-à-vis du chef de l'État, eh bien, rassurez-vous qu'il prépare l'opinion. Mais malheureusement, ça a été très mal fait. Parce que la Constitution est claire, on vous dit que le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, ça signifie que c'est le dernier mandat du chef. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes déjà d'avis qu'on doit changer là. Oui. Même pas reviser, mais changer la Constitution. En effet, je vais vous dire pourquoi. En 2 mots, parce qu'on doit prendre le dernier. Oui. Je suis désolé que ce soit le sujet qui n'a pas assez de temps, pourtant c'est très important. Je pense. Alors, on prend ce dossier, on y revient juste après ce dossier. Merci. Comme annoncé, le procès des coups d'État déjoués par l'armée congolaise le 19 mai dernier à Kinshasa a bel et bien débuté ce vendredi 7 juin au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo.
Tous vêtus de la tenue bleue et jaune de détenus, au total 51 de 53 personnes citées ont comparu devant la justice pour répondre à leurs actes exécrables. Les charges retenues contre ces assaillants sont terrorisme, attentat, détention illégale de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Et aujourd'hui des faits. Et vous avez suivi la lecture de l'extrait des rôles. Nous sommes poursuivis pour plusieurs préventions. Donc pour le commun immortel, plusieurs infractions. Il s'agit notamment de l'attentat, n'est-ce pas? Parce qu'en se rendant à la résidence du président de l'Assemblée nationale, apprenant à force. Pour mieux suivre à la loupe cette affaire, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, Paul Ntsapou Makulu, a promis de rendre public le rapport de ce dossier. Au bout du compte, nous allons élaborer un rapport à envoyer, à publier et à envoyer après considération faite par les autres institutions et nous-mêmes. Nous allons publier ce rapport d'observation judiciaire de la CNDH. Le ministère public a interrompu son action contre Christian Malanga et Aboubakar dans ces procès dits du coup d'État manqués suite à leur décès. Je venais de tenir une réunion avec l'ensemble des hauts magistrats du parquet général puis la Cour de cassation. Il était question d'une réunion technique qui a abordé tous les aspects relatifs à l'administration de la justice, spécialement ce qui concerne la justice telle qu'elle est gérée par moi en rapport avec les magistrats sous mon administration, sous mon contrôle. Il s'agissait principalement des points relatifs à l'assainissement de la justice, en rapport avec le travail qui doit être fait par les hauts magistrats, et en rapport avec tous les magistrats sous mes ordres. Il s'agit de faire voir que la justice est désormais, non pas celle qui était passive, en train d'attendre que tombe ailleurs un son de cloche, mais nous serons présents là où elle doit se trouver. En d'autres termes, les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, des milieux divers, qu'elles viennent des magistrats ou de tout autre milieu, vont rencontrer les magistrats sur notre chemin. J'ai voulu en cela faire voir aux magistrats qui doivent absolument se plier à la nouvelle vision du chef de l'État. Celui qui ne sera pas dans mon bateau se verra débarquer. Il en est de même, nous allons de faire le point par rapport aux parquets inférieurs, que tout ce qui sera de nature à bleuir, à noircir encore l'image de la justice, rencontrera le ministère public au sommet sur son chemin. Nous allons rappeler à tous les parquets inférieurs les mesures précédemment prises pour éviter que soit torpillée encore la justice. Ceux qui extorquent, ceux qui concusent, qui font la concussion, ceux qui font de la justice de la marchandise, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Alors Augustin Bissimo, vous pouvez continuer avec ce débat autour de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes d'avis que la Constitution ne doit pas être révisée mais changée. Oui, madame, si vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte que de tous les candidats présidents qu'on avait aux élections passées, nombreux avaient des réformes à faire. Et la plupart des réformes proposées touchent la Constitution, qu'on le veuille ou pas. Même si Martin aujourd'hui peut dire, ne touchez pas à la Constitution. Mais quand vous rentrez dans son programme, vous trouverez qu'il y a des réformes qui devraient toucher. Pourquoi lui peut toucher et non pas les autres? Lorsque l'FCC était au pouvoir, il voulait toucher. Aujourd'hui, il n'est pas d'accord qu'on touche. Pourquoi lui pouvait toucher et non les autres? À l'époque, l'UDPS à l'opposition ne voulait pas que l'FCC touche. Aujourd'hui, lui veut toucher. C'est ce que j'ai dit, que les gens, quand ils parlent État, ils mettent les sentiments
des individus. Et ils regardent leurs intérêts. Malheureusement. Et le MDVC, nous conseillons de faire attention à tout moment qu'on parle l'État, qu'on mette en tête que ça s'appelle res publica. Res publica. C'est pas la chambre de quelqu'un, c'est pas la famille de quelqu'un. En effet, res publica signifie la chose de tous. Et quand il s'agit de la chose de tous, on voit les pactes républicains. La Constitution en tant que pacte républicain, une frange de la population ne peut pas se donner le luxe de dire nous allons nous aventurer et toucher. Alors qu'est-ce que vous C'est comme ça que nous Comment disons. y arriver? Pour y arriver, madame, et arriver, n'est-ce pas, à avoir les avis des uns et des autres, et se rassurer que les changements a concerné les vrais désidératas de tous, il faut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue. Ah oui, parce que la conscience que nous avons, madame, que les gens ne vous trompent pas, c'est issu du dialogue. Un dialogue a été tenu 2006 en 2002, 2003, choses comme ça. Voilà. À Sun City, non, 2001, je crois. Sun City, on a dit, voilà, il faut qu'on fasse, non, 2002, il faut qu'on fasse une transition de 3 ans. Et la transition a commencé en 2003 jusqu'en 2006. C'est là que la Constitution a été révisée. Voilà. Et là, on avait dit qu'il faut qu'on mette en place la Constitution qui va désormais guider, n'est-ce pas, les politiques de la RDC. Donc, ça vient de tous. Alors, aujourd'hui, pour nous rassurer que c'est bien fait, il importe de réunir, n'est-ce pas, toutes les forces vives de la nation. Et que l'on lise. 500 quelques là. Bon, mais par représentation. Et que l'on Parce lise. qu'aujourd'hui, on a plus de 500 partis politiques en RDC. Non, il y en a qui sont. Déjà, l'Union sacrée elle-même a plus de 600 ou 500. Ça suffit déjà que l'Union sacrée, avec 600 ou 500, elle a rendu le travail facile. Parce qu'elle va se faire répéter par le présidium. Et à l'opposition, on va tirer ça et là, société civile, on prend toutes les couches et puis on discute. Vous qui voulez changer, qu'est-ce que vous reprochez à la Constitution? Nous pensons qu'il faut changer ça. Et vous, nous pensons que ça et ça. On discute et on a, n'est-ce pas, un point de vue consulté. Quand on a un point de vue consulté, en ce moment-là, on saura comment vulgariser les résolutions pour que le peuple adhère. Et puis, on recourt, n'est-ce pas, au référendum pour que la population vote ou adopte la nouvelle constitution. Les pactes républicains, lorsqu'on les détruit comme ça, madame, on doit faire très attention. Est-ce que vous pensez que c'est le moment? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Félix Tshisekedi vient de commencer, ce n'est pas le moment d'aborder cette question. Alors, je vous dis d'ailleurs pourquoi nous disons que le moment n'est pas approprié. Okay. Parce que, il se pose un problème de la légitimité des institutions actuelles. Qu'on se le dise, on peut bon se frotter les mains, on a gagné, on peut beau dire devant les caméras que ça va, tout ça, mais ça va toujours rattraper les autres. Okay. Alors, donc là, vous êtes pour d'accord changer, avec Matata Mponyo qui parle d'une crise entre la population et les institutions? Là, c'est tout à fait d'accord. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, c'est qu'on ira au référendum. Or, le référendum est conduit par la CENI. Entre-temps, la CENI actuelle est en conflit avec elle-même et avec la population. Le procès coup d'État a commencé. Votre réaction par rapport à cette procédure? Je conseille à tous qui parlent du coup d'État de préciser le coup d'État contre Vital Kamerhe. Comment ça contre Vital Kamerhe alors que même les palais de la nation a été visé? Madame, et pas seulement ça, mais même les résidences de certaines autorités également. Oui. Moi, je voudrais comprendre, qu'on nous explique comment un coup d'État commence par la résidence de Vital Kamerhe pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Donc, il était la cible, c'est ça? Je me pose la question aussi. Parce que lorsqu'on parle du coup d'État, madame, on en a déjà vu autant dans beaucoup de pays et des tentatives en RDC. Mais ces gens entrent au pays comment? Mais ces gens s'organisent comment? Mais ces gens vont chez Vital Kamerhe, à sa résidence, et ils connaissent des échanges de tirs pendant toute 1 heure dans un coup d'État. Bon, si on aurait pris Vital Kamerhe, qui n'est qu'un député national, en prenant Vital Kamerhe, vous avez le pays. Ces gens ont eu la résistance parce que la résidence de Vital Kamerhe avait eu, n'est-ce pas, comment dirais-je, un appui
Et qu'est-ce que vous voulez dire? J'arrive. J'en arrive. Il y a eu les militaires qui sont venus appuyer Caméré, qui ont mis en déroute les assaillants. Quand on met en déroute les assaillants, ça signifie que ceux qui ont mis en déroute les assaillants devraient aussi les suivre de près jusqu'à les mettre en déroute. Non, et plusieurs sont arrêtés, non? Mais les assaillants ont pris la direction vers les palais de la nation. À 4 heures, 5 heures. Pour y faire quoi? Parce qu'ils savent que les chefs de l'État ne travaillent pas là-bas. Et quand même ils travaillaient, ce n'est pas à 4 heures qu'ils viennent au bureau. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais que l'on nous dise autre chose. Pas des coups d'État manqués? Pas question, il n'y en a pas eu. Il faut qu'on nous dise tout simplement qu'il y avait autre chose et que nos services doivent bien chercher la vraie cause. Mais c'est comme ça que le président de la République a même changé le représentant de l'ANER. Oui, c'est opéré du coup. Est-ce que c'est une victime de cette tentative? Bon, je crois qu'il a bien fait de changer, mais je ne suis pas aussi d'accord avec ces tâtonnements. Vous savez, les services de renseignement, on ne blague pas. Ça fait 4 fois, pendant 5 ans qu'on a changé là-bas. C'est très dangereux, c'est flexible pour notre pays. Parce que celui que vous changez, il part avec les secrets d'État. N'est-ce pas? Celui qui revient aussi. Donc vous sentez que c'est fragile. Kabila a fait tout pour avoir Kalev de 2000, je crois, c'est pas moi, 2010, 2008, jusqu'à ce que Kabila était parti. C'est pas pour rien, madame. Parce que ces services-là, c'est au fait les services sur lesquels les institutions reposent. Et si on y met de la blague, eh bien, la nation tout entière, on va la déshabiller. On va déshabiller l'État congolais comme c'est le cas aujourd'hui. L'État congolais est déjà nu. Tout le monde connaît que c'est fragile. Tout le monde sait que 20 personnes peuvent venir, mais brebis, sans armes, et faire un coup d'État dans notre pays. Je ne voudrais pas qu'on parle du coup d'État. Parce qu'on va faire l'impression que 40 personnes peuvent venir et 20 membres réduits pour faire un coup d'État dans notre pays. Notre pays est tellement grand, il ne faut pas qu'on dise des choses pareilles. Augustin, un mot dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous l'évolution sur terrain dans cette partie de la RDC? Bon, d'abord, j'ai des larmes aux yeux lorsque je vois les milliers de Congolais qui sont en errance dans les camps des réfugiés. Et je me dis, et qui n'ont même pas d'appui et d'assistance. Là, je parle avec larmes aux yeux parce que là, je suis du Kivu. Je suis Congolais, mais je suis du Kivu. Je sais de quoi je parle. Et je me dis, franchement, ça fait très mal que même nous n'arrivons pas à faire comprendre, n'est-ce pas, aux partenaires internationaux de venir en aide rien que les déplacer. Rien que ça, on ne sait pas le faire. Même l'État congolais ne sait pas donner les bâches aux déplacés. Mais on a vu quand même certains avec des bâches. Oui, certains, oui, vous avez dit certains. Forte. Certains. Et les autres, pourquoi la discrimination? Excusez-moi, je suis un peu grippé chez téléspectateurs. Ça va. Et donc, à ce niveau-là, nous déplorons. Nous saluons tout de même que désormais, notre armée a quitté l'état défensif. Actuellement, on a constaté qu'ils sont dans un état offensif parce que moi, j'ai déploré depuis très longtemps et j'écrivais. Comment comprendre qu'à tout moment, c'est l'ennemi qui tente de déstabiliser nos positions et que nous, on n'est qu'au niveau défensif. Pourtant, ils ont pris nos territoires. Nous devrions être les premiers plutôt à les attaquer, mais nous, on ne les attaque pas parce qu'on observe les cessez-le-feu signés par le chef de l'État à Luanda en 2022. C'est malheureux, c'est dangereux. Aujourd'hui, j'ai félicité le chef de l'État parce qu'il a autorisé cette fois-ci qu'on quitte l'état des défensifs vers l'état offensif. J'ai félicité et je salue en passant le FARDC et je me dis que c'est une très bonne chose. Il y a espoir pour la paix dans ce coin. Si nous maintenons cette pression, il y a de quoi espérer. Si il n'y a plus de commandement du genre, cesser le feu, rentrer, là, en tout cas, ça peut être dangereux pour notre pays. Et là, je me dis, il faut féliciter aussi les Wazalendo parce que sans eux, les fils du Kivu, et c'est là que je mets en garde tous qui disent que ceux-là qui pensent que les gens du Kivu sont des Rwandais. Parce que ni t'étais les Wazalendo, ce pays serait déjà parti. Ces Wazalendo n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de salaire de la République. Ils n'ont rien. Ils ont été quand même reconnus, donc espérons que ça viendra peut-être. Mais ils se battent pour la nation. Chapeau bas à ces fils congolais qui défendent, n'est-ce pas, l'intégrité du État national. Alors, et donc, je voudrais ici dire un mot.
que l'on devrait s'asseoir, se regarder dans les yeux. Si les services me suivent, je voudrais qu'ils réfléchissent pour dire quel est notre vrai ennemi. Nous avons toujours conseillé qu'on ne dise pas que c'est le Rwanda. Et qu'on dise que c'est qui? Qu'on aille au-delà. Au-delà du Rwanda. Voilà, au-delà du Rwanda et qu'on prenne le Rwanda comme chien de chasse. Et qu'on cherche le vrai maître. Et si on a cette compréhension, on va adapter les stratégies aux solutions. Alors, Augustin Bissimois, c'est complètement fini pour cette émission. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la télévision Congo Web. Vous nous avez suivis, nous sommes des humains. Et bon, nous savons que nous ne connaissons pas tout. C'est des sujets très sensibles, mais nous pensons sincèrement qu'il s'agit de notre nation. Nous vous invitons à continuer à aimer la République. Nous n'avons pas deux nations, nous n'avons pas des États, nous n'avons que la RDC. Nous n'avons pas également de chef de l'État, nous n'avons que le président Félix Tshisekedi. Nous devons tout faire pour l'appuyer à tout moment que c'est possible, s'il en a besoin évidemment. Et nous devons éviter d'insulter les animateurs de nos institutions. Nous devons aimer ce pays, on n'en a pas deux. Nous avons un seul ennemi, c'est celui-là qui veut, n'est-ce pas, la balkanisation de notre pays. Et bien évidemment, il y en a d'autres qui ne veulent pas mettre, n'est-ce pas, la population dans les bains avec les détournements en cascade. Nous devons rester debout, vous payez les impôts, payez la taxe, donner à l'État congolais les moyens de sa politique, mais aussi, comme je l'ai dit en lingala, c'est la campagne que l'MDVC avait lancée, Futampako, Landelampako. Merci beaucoup. Alors, c'est complètement fini, mesdames et messieurs. Je rappelle que notre invité de ce jour, Augustin Bissimois, est secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Eh bien, c'est avec lui que nous avons décortiqué l'actualité de la semaine. Alors, merci à vous de continuer toujours à faire confiance à Congo Web Télévision. C'est complètement fini. Occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur Nathalie Ngala et à ma maman Perla Ngolela. Que Dieu vous bénisse. Elles sont natives du mois de juin. Et surtout, merci à vous de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. Je cesserai de le dire. Info, c'était une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Et bien, merci de continuer à faire confiance à la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et bien, au revoir.